Bonjour, je m'appelle Ella, j'ai 10 ans et avec le téléphone de ma maman et Instagram, je suis allée interviewer des femmes qui m'inspiraient. L'ordinateur s'installe chaque jour de plus en plus dans notre vie quotidienne. Et quand vous aurez le dos tourné, vos enfants vont s'en donner à cœur joie. C'est drôlement bien, hein ? Vous pourrez appeler partout, de n'importe où. Interco. Internet, c'est en quelque sorte un centre de documentation à l'échelle de la planète. C'est pas génial ça ? Les dépendances comme la drogue, c'est dépendant à ça. Avec cet effet de boule de neige, vous entrez dans ce qu'on appelle les bulles cognitives, c'est-à-dire rester entre personnes qui pensent de la même façon. Alors là, mon père, il va pas en revenir. Ils ont entre 7 et 18 ans, le digital, ils sont nés avec. Parfois, ils le subissent, souvent, ils le subliment. Codes sociaux, rapport à l'autre ou à soi, tout est revisité, repensé, questionné. Ils seront les utilisateurs et les concepteurs des réseaux, algorithmes et innovations de demain. Dès aujourd'hui, leurs opinions, leurs doutes et leurs rêves nous éclairent. Tout est question de philosophie, même les codes les plus binaires. À nous de penser et de repenser ces mondes qui nous effraient ou nous fascinent. Parfois les deux. Bienvenue dans Philosophie, le podcast qui donne la parole aux jeunes générations sur leur rapport au digital et qui encourage leurs aînés à ne pas faire la sourde oreille. Animé par Marilyn Perronnet, fondatrice de Digital School, et moi-même, Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche. D'ordinaire, c'est elle qui pose les questions. Aujourd'hui, elle a bien voulu répondre aux nôtres. Salut Ella. Bonjour. Et Marilyn n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Elle aura une question pour toi, du coup. Et c'est donc mon acolyte Thomas qui va partager le micro avec moi. Salut Thomas. Bonjour Solène et bonjour Ella. Bonjour. Alors Ella, lors du premier confinement, tu as lancé des mini-talks avec des femmes inspirantes. Est-ce que tu peux nous raconter comment tout ça s'est passé ? Ça a commencé, ma maman est venue me voir et elle m'a dit est-ce que on est en train de faire quelque chose, est-ce que tu voudrais participer à une interview où tu interviewerais quelqu'un, une personne, une femme particulièrement qui aurait qui serait dans un métier dit d'homme. C'est quoi des métiers dits d'hommes par exemple ? C'est des métiers où il y a besoin de la force, comme par exemple, il y avait une conductrice de travaux, je crois. Oui, c'est ça, chef de travaux, ou par exemple une pilote d'avion, ou des métiers un peu une femme qui fait de la voiture, qui conduit, pilote. Voilà, des pilotes de voiture, des métiers un peu comme ça. Et après toutes ces interviews, est-ce qu'il y a des métiers qui sont réservés aux hommes ? Non. En fait, tous les métiers peuvent aller aux femmes et aux hommes. C'est pas forcément une personne aux hommes forcément ou aux femmes forcément. Et alors pour ceux qui n'auraient pas suivi ces mini-talks, comment ça se passait ? Ça se passait où ? Ça se passait déjà sur Instagram en live, ou des fois on faisait des zooms et après on les repostait sur Instagram. Donc du coup t'étais en direct ? Oui, de chez moi, et donc je posais des questions à des personnes qui faisaient des métiers, donc des femmes qui faisaient des métiers soi-disant pour les hommes. T'es toute modeste quand même, parce que t'as eu des sacrées femmes. Ouais, c'est vrai, j'ai interviewé la première femme française à aller dans l'espace. Claudine Nuret. J'ai interviewé une femme donc qui faisait la dernière femme que j'ai interviewée était une femme qui faisait du karaté ou du judo. Et Clarisse Agbenienou. Clarisse Agbenienou, c'est ça. Et une médecin urgentiste aussi, qui est anesthésiste. Oui, c'est ça. Une médecin urgentiste. Paola Carla, je ne sais pas tous les noms.
T'as eu des skateuses, t'as eu des pilotes, t'as eu des capitaines de police, des scientifiques spécialisés dans les algorithmes, de championne renom. de moto. Championne de motocross, ouais. Alors comment tu préparais ces interviews du coup? Je me mettais à côté, je me mettais sur un ordi avec ma mère et puis on trouvait des questions. On regardait aussi des fois des interviews déjà faites de ces personnes célèbres et de ces personnes. Et donc on réfléchissait à des questions, on s'intéressait à la personne, on trouvait des infos et puis voilà. Et t'avais le tract? Les premières fois oui, mais après pas vraiment, non. Le métier était rentré. Voilà. Qu'est-ce que tu as retenu de tous ces échanges? Elles ont quand même toutes dit à la fin que il fallait ce que j'ai retenu, c'est qu'il fallait persévérer et qu'il fallait continuer malgré les autres ou malgré les choses qu'on allait te dire ou les clichés. Fallait faire ce que tu veux. Si tu veux, tu peux le faire. On a une entrepreneur d'une grande start-up française qui disait aux jeunes filles déjà de toujours demander plus que ce qu'elles pensaient avoir le droit de demander et de ne jamais penser qu'elles valaient moins que les autres. Je trouve ça très vrai parce que il faut toujours poursuivre ses rêves et faut pas penser qu'on n'est pas capable de le faire. C'est pas vrai. Alors justement, tu rêves de quoi, toi? Elle a 10 ans. Je rêve de devenir une actrice, mais de faire aussi ma marque d'habits, de vêtements que je designerai moi-même, dont je serai la styliste. Ça, c'est un sacré rêve. Et si on revient juste sur tous ces noms et toutes ces femmes que tu as interviewées, lesquelles t'ont le plus marqué? Il y en a deux qui m'ont énormément marqué. C'était Claudia Nuret, donc la première femme française à aller dans l'espace, et aussi Aurélie Jean, la scientifique spécialiste dans les algorithmes. Et avant de lui parler, tu savais déjà ce que c'était un algorithme? Un peu, oui. Je savais que c'était en informatique, que c'était... Oui, je savais un peu déjà parce qu'on m'avait expliqué. Je savais que c'était quelque chose qui servait qui était dans un programme, qui connectait des choses, donc c'était en informatique et voilà. Alors du coup, t'as découvert aussi, je crois que ça servait d'abord à résoudre des problèmes. Oui, c'est vrai, ça j'avais oublié, c'est vrai. J'ai appris aussi que ça résolvait des problèmes. Et que ça résolvait des problèmes. Et c'est déjà pas mal de résoudre les problèmes. Pas mal. Et du coup, ces algorithmes, on les trouve partout? Pas partout, mais dans les choses informatiques, dans les objets, on va dire tech, dans des objets de tous les jours. Comme on va pas les trouver dans de la nourriture ou dans des objets comme des stylos, des choses comme ça, non, mais on va les trouver dans des ordinateurs, des téléphones. Mais après, sur des sujets très concrets de notre vie de tous les jours, par exemple, je crois que vous évoquiez avec Aurélie Jean la modélisation des pandémies pour savoir à quel moment on va atteindre le pic des contaminations, à quel moment telle incidence va avoir un impact et donc comment on prévoit aussi. Alors là, à l'époque, c'était le premier confinement, comment on prévoyait le déconfinement, et puis plus largement, et ça devrait toucher aussi beaucoup de ceux qui nous écoutent, on les retrouve aussi dans Netflix, par exemple, qui va te proposer tel ou tel film en pensant que c'est ce que tu voudras voir. Oui, en fait, ils vont te proposer ça en fonction de ce que tu as déjà regardé. Par exemple, si tu as déjà regardé un film de voiture, il va peut-être te proposer des choses plus sur les voitures, des choses comme ça. Et t'en penses quoi ?
Typiquement, est-ce que tu as envie d'un algorithme qui te propose des choses que tu as déjà vues, que tu sais, dont tu sais déjà que tu as eu un intérêt sur un sujet, ou tu as envie aussi de te balader, de laisser place à la découverte, à l'incertitude? Ça dépend. Par exemple, sur les applications comme Netflix et tout, ça peut être bien si t'as vraiment une passion et que t'as envie de regarder plus profondément voilà. Mais par exemple, sur les choses comme les pubs, par exemple, ça c'est moins bien parce que des fois tu peux regarder des choses qui t'ont pas plu et donc ils vont te le remettre parce qu'ils se disent elle a vu ça va, on peut lui remettre. Et à la fin, t'achètes ou pas? Non. Et est-ce que tu crois que les algorithmes ils permettent d'avoir encore des surprises? Ça dépend, oui peut-être, mais des fois, non, parce que c'est aussi un algorithme, il est programmé pour quelque chose, donc s'il n'est pas forcément programmé pour te proposer de nouvelles choses, il le sera pas, il le fera pas, donc pas forcément. Alors comment on fait pour avoir des surprises, selon toi? Faut chercher tout seul sans avoir forcément de nouvelles choses qu'on te propose. Faut savoir aussi chercher. Être proactif et autonome. Voilà. On peut pas toujours compter sur les robots. Moi, l'autre jour, j'ai demandé à Siri comment on pouvait le déconnecter. Il m'a dit, je ne peux pas répondre à votre question. True story. Est-ce que toi, Ella, tu as les réseaux sociaux? Tu as des comptes sur les réseaux sociaux? Non, j'ai pas de réseaux sociaux. Et tu y vas quand même? Ça dépend. Des fois, c'est ma mère ou ma sœur ou mon père qui montrent des choses sur les réseaux sociaux, mais pas vraiment, en fait. C'est pas toi qui te balades dessus toute seule? Non. Tu piques pas le téléphone en cachette? Non. Et tes copines? Mes copines, non. J'en ai peut-être qui ont TikTok, des choses comme ça, mais elles ont pas Instagram ou des trucs vraiment pas pour notre âge. Et t'aurais envie de l'avoir d'ici quelques temps? Peut-être dans quelques années, mais là, actuellement, non. J'ai vraiment pas envie. Tu viens de dire c'est pas pour notre âge. Pourquoi c'est pas pour votre âge? Parce qu'on peut trouver des choses pas de notre âge. Des scènes, des vidéos, des photos qui sont pas pour les enfants. On a des fois des jeunes enfants à ce micro qui n'ont pas forcément de réseaux sociaux, qui n'ont pas forcément de téléphone, mais comme tous leurs copains en ont, ils peuvent se sentir exclus de leur groupe. Est-ce que c'est des questions qui se posent? Alors pas forcément toi, mais peut-être que oui, mais aussi dans votre groupe d'amis. Des questions, c'est-à-dire? Est-ce que certains d'entre vous veulent avoir un téléphone parce que leurs copains ont un téléphone, être sur Instagram parce que leurs copains sont sur Instagram? Et ils se sentent exclus des conversations, par exemple? Moi, avant que j'ai un téléphone que je peux utiliser, j'étais très... ça m'énervait parce que je voyais toutes mes copines avoir un téléphone, s'appeler, s'envoyer des messages et tout, ça m'énervait un peu. Donc au début, j'ai pris le téléphone de ma mère parce que mes copines avaient des numéros, donc je leur parlais depuis le téléphone de ma mère, mais c'était un peu énervant. Pourquoi? Parce que à chaque fois, ma mère, elle me laissait 2 secondes, ou il fallait que je le prenne quand elle est pas là, et puis elle l'avait souvent avec elle, donc c'était pas très pratique. Et du coup, on m'a ressorti un vieux téléphone de ma sœur que j'utilise. Et c'est vrai que j'ai des amis. J'ai une amie qui n'a pas encore vraiment de téléphone. Donc, ça l'embête un peu, surtout qu'on la voit beaucoup moins. Donc, Et du coup, comment tu fais pour la joindre, cette amie? Là, elle va en avoir un bientôt, mais avant, je la joignais pas. Je la voyais à l'école, mais on commençait même à moins se parler parce qu'on se voyait vraiment pas. Et maintenant que tu as ton téléphone, est-ce que ça a changé ta vie d'une manière ou d'une autre, en bien ou en mal? Ou les deux? Les deux, parce que je trouve ça dommage parce que je trouve que quand même ça a changé ma vie. En fait, ça a changé en bien et en pas bien parce que ça a changé en bien parce que je peux leur parler, je sais bien parce qu'on peut organiser des choses, des trucs comme ça. Mais ça a changé aussi en pas bien parce que je suis plus sur le téléphone et aussi... Tu es plus, tu veux dire? Oui, plus tu passes sur le plus téléphone. de temps. Mm-hmm.
Et aussi, ça crée des histoires des fois. C'est-à-dire, des fois, on peut mal interpréter quelque chose. Du coup, ça crée des histoires. Bon, j'avoue, c'est souvent moi qui m'énerve en première. Mais C'est bien de le reconnaître. mais dans tous les cas, ça crée des histoires et c'est pas forcément agréable. sur les groupes WhatsApp, c'est ça que tu veux Oui, dire? sur les groupes. Surtout sur les groupes. Récemment, on a interviewé une jeune fille de ton âge d'ailleurs, 10 ans, qui s'appelait Margot, qui s'appelle toujours Margot, hein, je pense pas qu'elle ait changé de prénom depuis, qui avait imaginé avec ses copines les 5 règles de l'amitié sur les réseaux. Je te l'ai dit. Et tu me dis ce que ça peut évoquer chez toi et voire même si tu as une règle que tu aimerais ajouter, n'hésite pas. Première règle, ne pas se disputer pour ne pas créer d'histoire. Ça va un peu dans ton sens. Deuxième règle, ne pas partager les photos ou vidéos des autres s'ils ne le souhaitent pas. Laisser les autres s'exprimer. Ne pas parler dans le dos des autres. Et ne pas se moquer des photos ou vidéos des autres. Je suis totalement d'accord avec ces règles. Je crois que j'aurais pas dit mieux. Parce que c'est tout à fait c'est tout à fait le genre de cause qui peut amener à donc des embrouilles, des disputes et tout. C'est tout à fait ce genre de choses. Dire des trucs dans le dos des gens, ça crée toujours des histoires. Enfin, tout ça. Et c'est des histoires qu'il n'y a pas quand on est dans la vraie vie? Si, il y a, mais moins, je trouve. Parce que des fois, par exemple, avec le téléphone, moi, des fois, je veux voir une amie. Par exemple, je dis on peut se voir, c'est sympa et tout. Donc quand on se voit, une fois j'ai une amie qui est passée devant nous et qui était dans le groupe et tout, et donc on se parle énormément. Et du coup j'ai un peu peur qu'elle ait été jalouse et tout ça. Donc voilà. Mais après on a le droit de faire des sorties, mais des fois ça me gêne un peu envers mes amis. Donc il y aurait une règle de ne pas inviter sur un groupe, de ne pas annoncer un événement sur un groupe quand potentiellement l'une des personnes de ce groupe n'est pas invitée. Oui, mais en plus, par exemple, moi quand je suis avec une amie, je le dis pas à mes amis parce que peut-être que ça va pas les vexer. La plupart du temps, ça les vexe pas. Mais moi ça me vexe, donc je me mets à leur place en étant vexé. Donc du coup, je me dis peut-être ça va faire pareil. Donc je le fais pas. Et alors, tu disais, et là, que un truc qui était un peu moins bien du fait d'avoir un téléphone, c'est que tu passais quand même beaucoup plus de temps sur ton téléphone. Du coup, quand tu n'es pas sur ton téléphone, qu'est-ce que tu aimes faire? J'avoue, la plupart du temps, quand je sors pas avec mes amis, je m'ennuie terriblement. Mais j'aime bien des fois refouiller dans mes affaires pour voir si j'ai des vieux trucs, des activités. En plus, la plupart du temps, quand je fouille, ça me prend toute l'après-midi. Donc au final, j'ai pas à la fin mais quand tu je ranges trouve pas ta chambre. Si, justement, mais justement, ça me prend toute l'après-midi. Donc au final, quand je trouve un jeu, il est déjà 18h, donc c'est fini. Donc Donc chercher, c'est s'occuper. Ouais, voilà. Mais des fois, je lis ou je peux faire quand je retrouve des choses du genre des fils pour faire des bracelets, des élastiques et tout. Je me fais des petits trucs ou je fais des colliers, des choses comme ça. Alors tu nous as aussi dit pendant qu'on installait les micros, le studio, que avec ton papa, je crois, vous avez créé. Alors vous utilisez une imprimante 3D et vous avez créé une voiture. Jusque-là, je me suis dit, ils ont créé une voiture, ok, mais en fait, c'est même une voiture télécommandée. Oui, on a effectivement créé une voiture télécommandée. On a imprimé toutes les pièces, donc les portes, le capot, tout ça, tout, pratiquement tout, sauf les pneus. Donc en fait, tu imprimes pas directement toute la voiture, tu prends plein de bouts de voiture que tu imprimes et que tu assembles ensuite. Oui, mais à la base, tout ce qui est carrosserie, c'est-à-dire le capot, tout ça, on l'installe vraiment à la fin. Parce que d'abord, il faut installer les rouages, le système pour que ça puisse démarrer. Donc il faut d'abord avoir
les parties électroniques, donc les moteurs, tout ça. Et puis après, donc on installe donc ce qu'il faut installer pour que ça puisse marcher. Puis après, on fait la carrosserie. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est ce qui arrive en dernier. L'important, voilà. C'est le cœur de la machine. Bon, les voitures, c'est quand même pour les garçons. Ah non, absolument pas. Je suis pas d'accord parce que... Mais tu as bien raison. C'était volontairement pour que tu me dises ce que tu en pensais. Parce que c'est juste... Les garçons ont été élevés depuis qu'ils sont tout petits. Enfin, peut-être pas dans toutes les familles, mais dans la plupart des familles, comme jouer quand ils sont petits, on leur donne des voitures, des jouets, des trucs... Des voitures bleues, des avions, des caisses pour bricoler, voilà, des choses comme ça. Alors que les petites filles, on leur donne la petite cuisine, la machine à laver, les poupées, tout ça. Et en fait, elles pourraient très bien dès l'enfance. Enfin, si on leur donne, un bébé, c'est pas conscient de ce qu'il a dans la main. Enfin, c'est pas conscient si c'est une voiture ou quelque chose comme ça. Donc, si on donne dès que l'enfant est bébé, je pense que on peut changer un peu tout ça. Le rapport à ce à quoi j'ai le droit, ce qui m'intéresse. Et du coup, alors, est-ce qu'il faut faire des voitures roses pour que les filles s'y mettent ? Peut-être s'il faut commencer à faire ça quand elles ont 6 ans ou qu'elles sont déjà habituées à avoir des poupées, peut-être. Mais après, quand elles sont petites, quand les couleurs ne comptent pas, en fait. On peut leur donner du jaune, du bleu, du rose, du violet, toutes les couleurs. Il n'y a pas d'importance. La voiture télécommandée, c'est une première étape. Tu vois encore plus loin, tu vois plus haut. Avec l'imprimante 3D, oui, on va faire un avion. Pas un avion forcément qui décolle du sol. Faut d'abord le lancer et puis après on peut le télécommander d'en haut. Et puis une autre voiture un peu différente de celle que j'ai déjà faite parce que l'autre c'était un gros, on va dire une Jeep en quelque sorte, une grosse voiture comme une Jeep. Et là on va faire une vraie petite voiture et un avion. Petite voiture de ville quoi. Voilà. Et ça prend beaucoup de temps à faire ? Quand on s'y met vraiment, je pense que ça peut prendre après, avec toutes les impressions, ça peut prendre 2 semaines à peu près. Ouais. Si on s'y met vraiment sans s'arrêter. Mais après, nous, on a pris un petit mois, voire 2, parce que on n'a pas vraiment continué tous les jours comme ça. Mais après, ça dépend. Nous, ce qu'on a fait, c'était très long. Il y avait énormément de pièces. Après, l'avion, là, on a imprimé 4 pièces. Il est presque terminé. Hein, il manque juste les parties électroniques. C'est une transition parfaite. Marilyn, que j'ai le plaisir de remplacer, elle apprend à coder aux enfants sans écran. Et sur les voitures, par exemple, alors c'est pas des voitures télécommandées, mais d'ailleurs je sais même pas exactement comment ça marche, mais en fait ils codent la voiture, par exemple, pour qu'elle s'arrête à tel endroit dans la ville, pour qu'elle tourne à tel endroit de la route parce qu'elle observe qu'il y a un sens interdit ou un stop, etc. Et du coup, c'est ma transition un peu longue, j'ai découvert aussi que tu faisais du coding. Oui, alors j'ai un peu arrêté, mais j'en ai fait pendant 1 année où j'ai pas vraiment appris à coder des objets parce que j'étais un peu petite. J'ai appris à faire par exemple des jeux vidéo, à apprendre à bouger un personnage, à le faire aller là-bas, à utiliser une touche pour pouvoir le faire bouger ou des choses comme ça. Donc, c'est simple ou pas ? Moi, je sais pas coder. Le site que j'utilisais, il était un peu simple parce que c'était un peu créé comme ça. Après, faut apprendre. Parce que si t'as aucune base, c'est compliqué. C'est très compliqué, même. Et qu'est-ce qui t'a le plus étonné, toi, en apprenant à coder, justement ? On va dire que moi, j'ai 10 ans, donc je suis un peu née avec tout ça, la technologie. Donc, j'étais pas tant étonnée. J'étais fière de moi, mais j'étais pas tant étonnée. Parce que, voir bouger des personnages, faire un jeu vidéo, je savais que c'était possible dans ma tête. Je me disais pas, ah waouh, c'est incroyable. Non, vraiment, j'étais là, ah ouais, bon, allez faire un jeu vidéo.
Génial. Avant de passer à la suite, pour revenir sur les mini-talks qui étaient le sujet d'abord de cette première partie, si tu devais choisir ton prochain invité, et c'est l'occasion de lancer un appel, tu aimerais qui ? Clara Luciani, c'était une idée parce que cette femme, je la trouve un peu, très, elle a l'air très gentille déjà. Et puis dans ses chansons, elle fait passer un peu des messages féministes. Donc je me suis dit que ce serait bien. Et puis aussi, donc si on reste dans le thème chanteuse, Angèle aussi, ça me plairait énormément parce que c'était une chanteuse que j'aimais bien il y a un peu longtemps, mais j'aimais bien. Et alors là, si tu devais leur parler directement et leur dire un message à notre micro, tu dirais quoi ? Je dirais... Tu peux t'adresser directement à elle. Clara Luciani et Angèle, je vous invite à rejoindre mon mini-talk et ce sera un honneur pour moi de pouvoir vous interviewer. Voilà. Le message est passé. Le dilemme algorithmique. Et là, est-ce que tu préfères avoir une meilleure amie avec qui tu partages tout et qui pourrait aussi quelquefois ne pas toujours être d'accord avec toi, et donc c'est possible que vous vous brouilliez à un moment, ou avoir un robot meilleur ami qui serait là tout le temps avec toi et qui serait toujours d'accord avec toi ? Une meilleure amie, sans hésiter, parce que les robots, même quand t'as des robots, et je sais ce que je dis, même quand t'as des robots avec qui jouer, parce que au bout d'un moment, forcément, ça te lasse. C'est quelque chose que tu as créé toi, l'homme a créé, donc c'est pas forcément pareil qu'un humain, c'est même pas du tout pareil qu'un humain. C'est énervant d'avoir tout le temps quelqu'un d'accord avec toi. Faut bien des fois en plus se disputer avec quelqu'un parce que sinon, si t'es tout le temps d'accord avec quelqu'un, c'est le paradis. Enfin, c'est pas le paradis, mais c'est le faux paradis. Voilà, c'est une comédie musicale, quoi. Une comédie romantique. C'est bizarre. Donc moi, je préférerais avoir une meilleure amie. Ça sert à quoi de pas être d'accord ? On apprend ? Oui, et puis après, on peut plus réfléchir sur soi-même. Et puis aussi, quand on est tout le temps pareil, les mêmes goûts, les mêmes trucs, on écoute la même musique, la même chanson, on a les mêmes trucs, à un moment, tu peux plus être toi. T'as pas de ton style. C'est comme avoir une sœur jumelle pareille que toi. Moi, ça me plairait pas. Je préfère avoir une amie avec qui je me dispute souvent qu'un robot avec qui je me dispute jamais. Et c'est aussi une manière d'exercer son esprit critique. Voilà, oui, c'est vrai, c'est une manière d'exercer son esprit critique. Si tu pouvais coder tes amis ? Je pense que je changerais pas grand-chose. Parce que mes amies, je les aime comme elles sont et j'ai pas besoin forcément de les coder. Donc, je coderais pas grand-chose. Swipe. Et là, tu connais le principe du swipe. On va te poser plein de questions. Quand tu veux pas répondre à une question ou que t'en as marre de répondre à cette question-là, tu nous dis swipe. Et on met un petit swipe. Et je te propose de commencer ce grand swipe par une question que t'as posée Marilyn. Bonjour Ella, j'avais une question pour toi. Si tu devais partir sur une fusée dans les prochaines années, sur quelle planète tu irais ? Tu peux dépasser le rêve de Claudie Nuret, là. Je pense que j'irai sur Jupiter. Je sais pas pourquoi, mais j'adore le nom. Donc, je pense que, déjà, je voudrais aller forcément dans une planète que les hommes sont pas forcément concentrés sur elle pour pouvoir quand même faire quelque chose que des gens pas forcément envisageraient vraiment ou dans leur tête ce serait un peu vague. T'as envie de surprendre ? Voilà. Et d'être la première à découvrir quelque chose ? Ouais, j'aimerais beaucoup. Swipe. Si on te donnait des super pouvoirs de codeur ou de codeuse, tu créerais quoi comme robot ? Je crois que je créerais un robot qui
qui pourrait aider les personnes, les sans-abri, je pense. Parce que, c'est parce que comme ça, je pourrais faire mes trucs de mon côté. Et pendant ce temps, il pourrait y avoir un robot qui aille aider les gens. Donc, ce serait aussi une part de moi parce que ce serait moi qui l'aurais codé. Donc, il ferait quoi, ce robot? Il irait, par exemple, acheter de la nourriture ou des choses comme ça pour les donner donc aux gens qui sont à la rue et donc les aider à manger, à avoir une bonne santé et tout si je pouvais le coder, je pourrais le coder dans ma ville où il irait voir tous les matins et les après-midi, toute la journée. Donc les mêmes personnes pendant longtemps, et après quand ces personnes iraient mieux ou ils pourraient aller voir dans une autre ville ou des choses comme ça. Swipe. Ton jeu vidéo préféré? En ce moment, c'est Brawl Stars. Pourquoi ça te plaît? Parce que j'aime beaucoup gagner des choses dans les jeux parce que c'est toujours une satisfaction, je trouve, d'avoir des boîtes surprises que tu découvres. Et puis aussi, on peut jouer avec ses amis. Donc moi, j'aime beaucoup jouer avec mes amis, ouais, effectivement. T'as le sentiment que ça rend addict, cette quête de récompense? Oui, mais après moi, des fois, je me lasse en fait. En ce moment, peut-être pas en ce moment, mais je pourrais pas jouer toute une journée comme ça, rester sur Brawl Stars. Parce que c'est à un moment, ça devient trop. Moi, je trouve que tout le temps, ça devient un peu lourd. Swipe. Alors, tu nous as dit, Ella, que t'adorais les voitures. Plus tard, quand tu seras adulte, est-ce que tu aimerais conduire toi ta voiture ou est-ce que tu préférais que ce soit un robot qui la conduise, comme ça tu peux faire autre chose? Robot, on va dire robot comme un être vivant, non. Mais voiture automatique où il y aurait en quelque sorte un robot à l'intérieur qui conduirait ma voiture, oui. Et pourquoi? Parce que je trouve ça très agréable de pas conduire en fait. Jamais conduit donc je sais pas, mais je sais pas, être concentré sur la route et tout alors que tu pourrais faire autre chose, je trouve ça mieux qu'il y ait un robot qui conduise à ma place. Et quelle différence tu fais entre un robot qui pourrait être au volant et une voiture autonome? Parce que tu te dis voiture autonome, je veux bien, mais un robot qui serait au volant à ma place en train de conduire, non. Robot, je pense que en train de conduire, je pense que j'aurais pas assez de confiance. Et puis aussi, moi j'aimerais être au volant. Hein. Je préférerais être au volant. Je trouve ça mieux, parce qu'on se sent moins, on se sent moins, on va dire, si tu veux te sentir seul et que t'as un robot à côté de toi, tu te sens pas vraiment seul en fait. Mmh. Donc le robot dans la voiture, je trouve qu'on se sent plus seul. Swipe. Avec tes mini-talks, tu découvres presque, on peut le dire, le métier de journaliste. Sur Internet, on parle beaucoup en ce moment des fake news. Est-ce que déjà tu as entendu parler de ce mot? Oui, j'ai entendu parler. C'est des news, donc des informations qui sont fausses. Donc des choses, ça peut des fois être grave ou des choses bien, mais je trouve fausses. Et du coup, quand on sait qu'il peut y avoir des fausses informations sur Internet, comment toi, quand tu fais des recherches, peut-être même pour l'école ou pour des exposés ou pour simplement ta curiosité, ton intérêt, tu sais où chercher? La plupart du temps, pour les exposés ou les recherches, je cherche sur Wikipédia parce que je sais que la plupart du temps, c'est pas des fake news. Parce que mais des fois quand je prends des dates, souvent je vérifie sur d'autres sites, d'autres choses pour être bien sûr. Oui, parce que sur Wikipédia, c'est relativement très bien fait, c'est même beaucoup modéré, mais on peut changer une info sur n'importe quelle page en tant qu'utilisateur. Donc effectivement, c'est toi pour vérifier que c'est vrai, tu vas checker sur d'autres sites l'information qui t'intéresse. Oui, et puis oui, c'est ça, mais aussi
Wikipédia, sur les dates, des fois, ils peuvent se tromper parce que ils prennent aussi ils vont pas prendre des infos nulle part. Ils vont prendre des informations aussi sur d'autres choses. Donc, et si ces informations sont fausses, ils vont se tromper aussi. Et est-ce qu'à l'école, on vous parle de ça, des fake news ? Non, des fois, peut-être que des fois, ils font des allusions. Faites attention, voilà, parce que si vous faites votre recherche et qu'il y a des choses fausses ou des trucs comme ça, ils disent allez sur un autre site ou des choses comme ça, mais pas vraiment. Juste sur ce sujet, les médias qu'on dit traditionnels, est-ce que c'est des choses dans lesquelles tu vas faire des recherches aussi ? Non, pas vraiment. Après, à part s'il y a, par exemple, mes parents, ils trouvent par exemple, des petits articles sur donc les médias, mais je lis peut-être, mais non, pas vraiment. Mais tu vas pas chercher directement. Non, je vais pas chercher. Swipe. C'est quoi la pire excuse de tes parents pour que tu arrêtes les écrans ? Je sais pas, je crois que en fait, il fait jamais d'excuses. Il faut jamais d'excuses. Tu arrêtes et c'est comme ça. Voilà. Et là, qu'est-ce que tu aimerais dire à des plus petits que toi, des petits frères, des petites sœurs, des petites cousines, des petits cousins, quant au numérique, au digital, aux réseaux sociaux, à tout ce que permet la technologie ? J'aimerais leur dire déjà de faire attention, de pas se laisser, on va dire, de faire attention sur les choses dangereuses sur les réseaux sociaux quand ils seront plus grands. C'est-à-dire les images, tout ça, les vidéos, les fake news aussi, tout ça, tout ce qui n'est pas de leur âge, quand ils seront plus grands, quand ils auront par exemple 10 ans ou 11 ans. Et puis aussi je dirais de regarder de pas avoir peur de ce qu'on leur propose, par exemple sur les codes, tout ça, et d'essayer parce que vraiment ça ouvre des portes. Quand tu dis que ça ouvre des portes, tu penses à quoi ? Je pense à déjà des choses qui pourront coder, qui pourront les aider dans la vie en général. Par exemple, je sais pas. Non, mais comme tu le disais tout à l'heure, ça résout des problèmes et ça pourra peut-être les aider à résoudre des problèmes. Et au-delà de ça, ça permet aussi de comprendre ce qui se cache derrière les algorithmes dont tu nous parlais aussi tout à l'heure. Coder pour apprendre à décoder ? Voilà. Si tu devais, là, choisir les hashtags de cette émission, je dirais hashtag codage. J'ai vraiment pas d'idée. Hashtag interview, j'en sais rien. Juste interview ou interview, j'en sais rien. Moi, je rajoute un hashtag. C'était un plaisir de t'avoir avec nous et là, aujourd'hui, dans Philosophie. C'est un long hashtag, mais ça vient du fond du cœur. Est-ce qu'elle là, t'accepterais de prêter le micro à ta maman ? D'accord. T'as le droit de dire non, hein ? Non, c'est bon. Merci Ella. Merci Muriel d'avoir laissé Ella à notre micro. Avec plaisir. Alors récemment sont parus des romans autour des réseaux sociaux, je pense notamment aux Enfants sont rois de Delphine de Vigan ou Instagrammable d'Eliette Abécassis. Les deux romans reviennent sur les dérives d'une surexposition des enfants et ados sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, et là, elle est présente vraiment avec parcimonie sur ton fil Insta. C'est quoi la philosophie chez vous ? Alors, c'est de ne jamais forcer. Bon, ça, c'est la première chose. Par exemple, sur les mini-talks, c'est aussi Ella qui m'a inspirée. C'est-à-dire que, en fait, juste avant que... Bon, déjà, on était en plein réflexion, comme tout le monde, dans ce confinement. Comment on se réinvente, où on en est, où courgeot suis-je. Enfin, bref.
Et à ce moment-là, pour s'occuper, elle a fait une sorte de magazine. Genre, elle a fait un journal. Elle s'est mise à faire un journal. Voilà. Et ça, plus les lives qui se répétaient. Genre, on avait 25 lives par jour sur Insta en confinement. Plus la question des rôles modèles qui, pour nous, était vraiment essentielle dans notre mission avec Pourquoi Princesse. Enfin, et tout d'un coup, l'idée de l'interview avec un enfant, par un enfant, pour que ça vienne au niveau de l'enfant et que du coup la transmission se fasse directement à l'enfant, aux enfants. C'est pour eux qu'on transmet. Voilà, et puis surtout, ça donne vachement de sens en fait. Et donc, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, on va proposer ça. Et j'en ai parlé à Ella. Et tout de suite, j'ai vu que elle était curieuse, ça l'enthousiasmait. C'était aussi quelque chose qu'on faisait ensemble. Et donc, j'ai suivi en fait cette intuition-là. Donc, il y a rien de calculé. Il y a cette intuition, cette idée vraiment voilà de suivre quelque chose qui nous porte. Et donc après sur la question de l'exposition, oui, moi j'aurais adoré aller plus loin avec ces j'adorerais parce qu'on n'a pas du tout fini le chemin. C'est que le début. Et de se dire voilà et de se dire que donc c'est vrai qu'aujourd'hui Ella incarne ces moments d'interview, mais depuis le début l'idée ce serait d'avoir d'autres enfants, de le faire avec un côté peut-être plus même ça pourrait être une sorte d'émission télé, enfin quelque chose qui soit mais l'idée c'est surtout de faire vivre une expérience. Donc c'est pas tellement la question d'exposer, c'est la question qu'on utilise un support qui est un média et qu'avec son média on veut transmettre et faire vivre quelque chose de très concret. Donc, je me suis pas posé la question de l'exposition. Après, à titre personnel, j'ai toujours, depuis que j'ai pas envie de dater l'arrivée de Facebook. En vrai. Non, on va pas le faire. C'était avant la naissance de mes 2 enfants. Donc, on est sur du plus 15, puisque mon aîné a 15 ans. Et, on a toujours été assez, parcimonique sur, le partage. Moi, aujourd'hui, je leur pose la question. Surtout à mon ado qui a beau s'exposer toute seule sur ses réseaux à elle. Je veux dire, faut être clair, ça fait partie de leur vie à ces enfants-là. Et ben je lui pose quand même la question quand c'est toi qui oui poses. sur mon compte personnel, sur une story. Oui, parce que c'est leur image. Voilà. Ouais. Donc je pose la question, je le fais toujours de manière extrêmement. Enfin, j'essaye d'être assez naturelle. Enfin, c'est plutôt spontané, on va dire. Voilà, c'est un peu ça la philosophie. Tu disais que l'idée c'était on le fait tant que ça lui plaît. Moi j'ai vu des reportages aussi d'enfants youtubeurs qui même n'en pouvaient plus mais qui devaient continuer de le faire parce que pression des parents, parce que ça rapportait de l'argent et ça peut être un sujet. Ouais, complètement. À chaque fois qu'on fait une nouvelle interview, c'est-à-dire avant que je contacte les personnes, d'abord je demande à Ella si ça l'intéresse. Des fois, elle est pas trop partante parce que c'est un sujet qu'elle connaît pas, mais du coup on creuse ensemble. Je lui dis, tu sais, ça peut apporter beaucoup de choses. Toi, ça t'intéresse pas, mais ça peut intéresser d'autres enfants. Ce qu'elle nous disait, c'est qu'au final, elle est contente et elle apprend des avant, choses. C'est ça, mais finalement, c'est ça. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que à chaque fois, je lui redis, et là, tu n'es pas obligé. Et d'ailleurs, j'ai créé un nouveau format de live plutôt le soir où c'est moi et Laura, mon associée, qui interviewons donc des personnes ou sur Clubhouse, pareil, des interviews qui n'impliquent pas du tout les enfants. Mais je veux vraiment que ce soit aussi un plaisir pour elle. Et tu parlais de ton ado avant. Alors, Ella nous a aussi parlé un peu de sa sœur. Du coup, elle est carrément confrontée au réseau. Comment on fait quand on est maman pour que la vie de nos enfants ne soit pas rythmée par les algorithmes et par aussi protéger sa vie privée? C'est une question intéressée. Ouais, tout à fait. Alors, quand on est parent, là, on est vraiment une team sur. Enfin, je veux dire, moi, ce que je ressens, c'est pas du tout la même chose que ressent mon compagnon. Donc, c'est un échange permanent pour essayer de comprendre, d'accompagner. On discute beaucoup, on parle beaucoup.
Alors moi, je milite pour qu'elle voie le documentaire sur Netflix derrière les écrans. Ouais. Vraiment. Donc là, on a dit qu'on allait se poser parce qu'elle dit oui, elle lève les yeux au ciel, mais en fait non, on va aller le regarder vraiment. Donc c'est vraiment C'est encore une fois l'idée de comprendre ce qu'il y a derrière. Ouais. Et puis d'éducation, les fake news, ça c'est un sujet, c'est-à-dire qu'elle elle en a parlé avec les pieds sur terre et tout ça, mais son aînée, parfois, elle prend aussi beaucoup les images telles qu'elles sont. Elle apprend parfois à ses dépens. Hein. Elle est déçue ou voilà, où elle découvre. Enfin, mais c'est jamais perdre le dialogue en fait. Je crois que c'est ça. Peut-être pas être totalement habité par ses peurs. Alors moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, j'avoue. Mais du coup, on est deux, donc on s'équilibre un peu là-dessus. Voilà. Pourquoi Princesse ? C'est le nom de ton compte, c'est le nom de ta marque. Ouais. Pourquoi ? Alors, on est deux. Pourquoi Princesse ? Le nom est venu... donc pourquoi Princesse ? Et pourquoi pas pilote, astronaute, ingénieur ? Voilà, c'est l'idée derrière. C'est le mari de mon associée Laura. Ils ont une petite fille qui s'appelle Camille et qui est blonde avec des petites bouclettes, adorable, hein, qui est très smart, très spontanée. Et à chaque fois qu'ils se baladaient partout avec elle, tout le monde l'appelait « Oh là là, qu'elle est mignonne, ma princesse !» Ma princesse, est-ce que tu veux un bonbon ? Quelle princesse ? Et le papa questionnait sans jamais, mais pourquoi princesse ? Pourquoi pas autre chose, quoi, en fait ? Pourquoi toujours princesse, en fait ? C'est surtout ça, pourquoi que princesse ? Et c'est pour ça qu'on a gardé ce nom, même si on a une ambition internationale. Finalement, on a voulu garder ce nom qui parle, qui dit tout. Et voilà. Il y a une mission derrière. Oui, alors notre mission, c'est vraiment la raison d'être, c'est de faire avancer l'égalité entre les filles et les garçons et faire en sorte que chaque enfant puisse vivre ses rêves sans limitation liée au genre. Donc aujourd'hui, l'inégalité, elle est en défaveur des femmes. C'est pour ça qu'on a commencé à vraiment axer la marque sur les filles. Mais ce travail va passer par aussi les garçons, c'est-à-dire à deux niveaux. Les garçons qui doivent apprendre à admirer des femmes qui sont pas que jolies et que dans la maison, et etc. Et aussi les garçons qui doivent pouvoir s'ouvrir à autre chose que la masculinité qu'on nous propose, c'est-à-dire pouvoir, domination. Oui. Donc c'est ouvrir les individus et la société à un panel de choses qui sont à partager entre chaque personnalité. D'ailleurs, moi, j'ai très hâte que ma fille puisse avoir l'âge de rentrer dans la combi astronaute de Pourquoi Princesse. Il y a des études qui montrent à quel point les filtres sur les réseaux sociaux déforment la perception qu'ont notamment les jeunes filles d'elles-mêmes. Comment on préserve nos enfants de cette vie virtuelle ? Et est-ce que ça rentre aussi dans votre mission, finalement, de s'accepter aussi en tant que fille ? Se découvrir en tant que personnalité et du coup amplifié par notre genre, oui, pourquoi pas. Mais alors est-ce que on préserve les enfants là-dessus ? C'est beaucoup lié à l'estime de soi. Et justement, je parlais de ça justement parce qu'on voit, j'entendais sur Clubhouse et sur une émission quelqu'un qui parlait d'études qui montraient que les filles étaient beaucoup sur TikTok, avec beaucoup de choses sur Instagram liées à l'image. Bon, les garçons aussi de plus en plus, mais les garçons aussi sont versés beaucoup dans le jeu vidéo. Oui. Et donc dans cet esprit de compétition, et comme disait là, ça fait du bien quand on gagne quelque chose. Et quand on se construit avec l'idée que si je joue, je gagne, c'est pas pareil que si je présente mon image et qu'on m'aime, je suis contente. Ouais. Et moi, je rêve d'un monde où en fait, on a tous les enfants ont une estime de soi qui est suffisamment forte. Alors, c'est vrai que faire grandir aussi les enfants un peu à l'américaine, au max, faut une espèce d'équilibre avec humilité, estime de soi.
Mais en tout cas, confiance, empathie, voilà, tous ces soft skills, comme dirait une amie qui s'appelle aussi Solène, qui a développé une app là-dessus qui s'appelle Soft Kid App et qui est vraiment sur comment développer ces caractéristiques-là. Et je pense que c'est hyper important. Il y a un sujet du coup autour du féminisme. D'ailleurs, Ella en parlait très bien. Il y a aujourd'hui 2 écoles, une école qui vise à rassembler les garçons et les filles sur un pied d'égalité, et parfois on a le sentiment aussi d'avoir une autre école qui veut vraiment être dans l'opposition frontale. Là où sur plein de luttes, on a le sentiment qu'il faut lutter très fort pour être entendu, et il est où l'équilibre entre tout ça? Alors je pense que dans toute évolution de société, il faut tout. Après, chacun trouve sa place. C'est dans le militantisme ou dans tout cas le changement. Je pense qu'il faut tout. Surtout quand on est dans un changement si profond. Parce que le changement, on s'en rend pas compte, mais il est extrêmement profond. Moi, ma façon, c'est égalité, rassembler. Et notre façon avec Laura, c'est ça. Maintenant, je respecte aussi les mouvements qui sont plus radicaux, on va dire, si on veut utiliser ce mot. Mais c'est pareil dans l'écologie. S'il n'y avait pas eu Greenpeace et des actions extrêmement parfois violentes, hein, alors je soutiens pas la violence du tout. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas quelle serait l'histoire s'il n'y avait pas eu aussi une façon un peu radicale d'agir. Donc c'est pas ma façon. Je condamne tout ce qui est violence, tout ce qui est surtout ce qui m'embête moi, c'est d'exclure. Voilà. De manière générale, voilà, j'aime pas, même dans le militantisme, j'aime pas la notion d'exclusion, d'exclure les gens, de pas essayer de comprendre, de pas essayer d'écouter sur ce qui est le féminisme et sur la déconstruction du patriarcat, de la société patriarcale dans laquelle on vit. On n'est pas tous au même niveau. On n'a pas tous été élevés, on a de la même manière. Oui, pas tous le même vécu. Voilà, et donc, bien sûr qu'il y a des faits, des études qui montrent les choses, mais tout est une question de prise de conscience et de compréhension. Donc, il faut aussi accepter qu'on n'a pas tous, on n'est pas tous au même niveau de compréhension et que déjà, faire des petits pas, c'est bien. Et ça commence dès le plus jeune âge, voilà. Au moment de l'éducation. C'est ça. Merci Muriel. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.